Lorsque la BMC Mini débarque en Italie sur l'invitation d'Innocenti, le groupe Fiat a le poil qui se hérisse. La firme nationale turinoise reste toutefois bien trop frileuse pour concurrencer sous son blason ce qu'elle considère encore comme une extravagance. C'est donc sous l'insigne d'Otto Bianchi qu'est lancée la contre-attaque planifiée par le grand Dante Giacosa. Plus novatrice que la Mini, pourvue d'un charme à tomber et envenimée par le sorcier Abarth, l'Otto Bianchi A112 va réussir à imposer son élégance et se faire une place de choix sur les marchés européens. Sans compter les nombreux dérivés méconnus dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais pour la bonne cause, car nous avons tourné beaucoup de vidéos en avance pour la nouvelle chaîne Vintage Drivers. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Venez donc nous rejoindre, vous y retrouverez des essais de voitures, des histoires aussi, mais sous un angle un petit peu différent. Des concepts de vidéos pas toujours très intelligents et un gros morceau qui arrivera dans les prochaines semaines. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire bien plus, mais venez nous rejoindre, il y aura pas mal de surprises. Et comme je vous le disais en introduction, l'A112 est une initiative de Fiat. Mais c'est Otto Bianchi, une marque que Fiat a rachetée en 1968, qui va avoir la lourde tâche de concurrencer la Mini. Comme ça, si l'A112 est un bide, eh bien la réputation de Fiat est intacte, et puis tant pis pour Otto Bianchi. Et c'est aussi l'occasion pour Fiat de tester sa propre interprétation de la petite citadine à moteur transversal afin de pouvoir reprendre ses procédés pour la future Fiat 127, une fois ceci bien éprouvé. Donc Dante Giacosa, le papa de la Fiat 500, est appelé à l'œuvre et propose une idée plus moderne et plus polyvalente de la Mini. Conservant des dimensions contenues, la future Otto Bianchi sera plus habitable en adoptant 18 cm supplémentaires en longueur et surtout en se munissant d'un haillon arrière. Et concernant la mécanique, on récupère le 903 cm3 des Fiat 850 Sport, on le ramène à 44 chevaux qui assure 135 km/h en vitesse de pointe, et le tour est joué. Et le coquet fruit résultant de ces études est présenté à l'automne 1969, à l'occasion du Salon de Turin. Le succès est immédiat et dépasse les espérances au point de devoir amplifier les cadences de production pour tenter de raccourcir les déjà longs mois d'attente pour la livraison. En effet, Fiat a frappé dans le mille et démarre la nouvelle décennie en grande pompe puisque l'Otto Bianchi A112 se retrouve seconde au palmarès de la voiture de l'année 1970, juste derrière la Fiat 128. Pour continuer de satisfaire l'automobiliste italien avide de nouveautés et dominer les modes qui se démodent, l'A112 n'a droit à aucun repos. C'est pourquoi, en 1971, une version Abarth arrive, préparée par les soins du sorcier du même nom et bien décidée à en découdre avec une certaine Mini Cooper qui ne cesse de faire parler d'elle. Cette première version voit le petit 4 cylindres de 983 cm3 passer de 44 à 58 chevaux. Cela peut paraître bien peu, mais pourtant l'Abarth est déjà vraiment amusante à conduire. Et consciente du potentiel d'une Abarth plus puissante pour tirer la gamme A112 vers le haut et la rendre désirable, Otto Bianchi lancera en 1974 une version dotée d'un moteur de 1050 cm3, développant 70 chevaux, pour un poids de puce de 700 kg, offrant 160 km/h en vitesse de pointe. Et malgré sa petitesse et sa faible puissance, ce moteur est un vrai moteur italien, vivace et chantant, de quoi séduire les amateurs de sport et de sensations. Et ainsi paraît, l'A112, piqué par le Scorpion, incarne une redoutable rivale de la Mini Cooper, avantagée par sa modernité, son confort bien meilleur et son aspect bien plus pratique. En résumé, l'A112, en général, a réussi son pari. Mais revenons à l'A112 de ville, qui en 1975 reçoit bon nombre d'évolutions esthétiques.
Les feux arrière rectangulaires s'élargissent et reçoivent un feu de recul sur les finitions cossues, le grand luxe. La 112 de base s'appelle désormais Juventus et reçoit de petits enjoliveurs en plastique noir. La 4e série arrive fin 1977 avec un petit lot de changements significatifs. Outre les modifications esthétiques de la proue et de la poupe, on note une surélévation de 2 cm du pavillon arrière afin d'améliorer l'habitabilité générale. De nouveaux pare-chocs plus épais en plastique habillent les finitions haut de gamme, tandis que l'Abarth reçoit un capot bossu qu'elle ne quittera désormais plus. L'habitacle est également retouché, et la 5e série qui lui succède en 1979 est considérée comme le véritable aboutissement du modèle. Cette fois-ci, la chirurgie devient encore plus plastique, puisque ce matériau se retrouve encore plus en abondance sous forme de bandes latérales, d'enjoliveurs de passage de roue et même d'un panneau arrière entourant de tout nouveaux feux, redessinés et servant de support à la plaque d'immatriculation. Le montage d'un 5e rapport de boîte de vitesse est enfin disponible et la gamme reçoit un allumage électronique. Et ensuite, la 6e série apparaît en 1982 au Salon de Paris. Les modifications les plus importantes se trouvent dans un allègement de la présence de plastique, plutôt excessive sur la précédente série. Les clignotants avant sont désormais intégrés au pare-choc, tandis que de nouveaux feux arrière rectangulaires sans entourage apparaissent. Quelques retouches justifiant l'apparition d'une 7e série apparaissent en 1984, avec notamment l'adoption d'un large bandeau rouge réfléchissant en lieu et place de la plaque d'immatriculation arrière, désormais installée sur le bouclier redessiné pour l'occasion. Et l'ultime série, oui, il y en a encore une, dite unifiée, apparaît en 1985 sous la forme d'une seule et unique A112, comparable à une finition junior pourvue de quelques raffinements supplémentaires. Et grâce à ces habiles replâtrages, l'Auto Bianchi A112 put durer jusqu'en 1986, se bonifiant comme un bon Chianti, s'adaptant subtilement aux changements voulus par la modernité, donnant l'impression constante d'un nouveau modèle, le tout sans sacrifier son attachante personnalité. Diffusée à plus d'1 million d'exemplaires, elle devient un élément familier des grandes agglomérations et des rallyes européens. Mais la 112 était aussi une base à bon nombre de délires. Et il y a même eu une version Saab. Mais commençons d'abord par la 112 de luxe. En effet, produire une petite citadine de luxe est une idée des années 70 qui fit son chemin jusqu'en Suisse, où un certain Willy Felber décida de s'y attaquer en présentant en 1979 la Felber Ruby 112. Alors tout d'abord, Willy Felber avait commencé sa carrière de constructeur en créant des répliques de Ferrari sur base de Ferrari. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Mais à cette époque, en tout cas, Felber trouve son petit marché, des hommes très riches capables de claquer leur fric dans une réplique, mais une réplique de luxe, puisque basée sur une Ferrari originale. Et à la fin des années 70, il s'attaqua aux italiennes de grande diffusion, Lancia et Auto Bianchi, avec une idée simple, offrir des exécutions luxueuses et exclusives de voitures de grande série. Suivront alors plusieurs propositions, la Felber Lancia 5, une Gamma retravaillée, la Felber Roberta, une Delta affublée d'une calandre typique de notre bon ami suisse, et enfin cette Felber Ruby qui nous intéresse. Et à votre avis, combien y a-t-il eu d'exemplaires? 30? 20, 15, non, 3. Une blanche, une noire, une grise, et c'est tout. Et il semblerait que ces modèles furent tous les 3 modifiés sur la base d'une version Abarth. Les modifications apportées par Felber sur la Ruby ne sont qu'esthétiques et clairement ce n'est pas toujours du meilleur goût. Il semblerait que Willy ait voulu donner un air de carrosse à la petite A112. Avec un toit en vinyle, des vitres arrière ovales, mais en fait c'était juste du vinyle qui recouvrait la fenêtre, des décorations stylisées sur les vitres arrière et calandres typiquement Felber à l'avant. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de photos de l'intérieur, donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires, je serais très curieux de voir les modifications apportées à l'habitacle. Parlons maintenant du prototype Giovanni, présenté en 1973 et qui lui aussi est basé sur notre petite puce italienne. Alors on ne reconnaît plus rien de la 112, mis à part les dimensions, et avec ce proto dessiné par Diego Ottina de chez Pininfarina, on est loin des rondeurs d'un buggy californien, mais pour information, Diego Ottina créa ensuite les dessins de la Testarossa et de la berline Pinin. Vous en conviendrez, au niveau référence, il y a quand même pire. Alors revenons à ce petit buggy qui est destiné aux jeunes, mais qui restera un prototype
unique basé sur l'A112 Abarth 58 HP. C'est dommage car son look est vraiment original, une sorte d'extrapolation du logo d'Auto-Bianchi à l'échelle d'une voiture, à base de triangles et d'arêtes vives accentuées par la peinture tricolore orange, blanche et noire. Et à la vue de l'Auto-Bianchi Giovanni, on sent d'emblée qu'il s'agit d'un véhicule d'image et qu'aucun responsable digne de ce nom n'avait pensé à le commercialiser un jour. Un style particulier, seulement 2 places, un côté buggy par sa garde au sol importante, sans pour autant disposer d'une transmission intégrale, ne rêvons pas, et un intérieur sky orange flashy du plus bel effet. Et franchement, c'est bien dommage de ne pas l'avoir commercialisé. Mais il y a une A112 plutôt étonnante et qui a bel et bien été commercialisée. Et il s'agit d'une A112 façon Lancia, mais chez Saab. Vous allez comprendre. Et pour comprendre les liens entre Fiat et Saab, il faut réfléchir autrement qu'industriellement. Déjà, comme je vous le disais, Auto-Bianchi a été racheté par Fiat en 1968. Mais il se trouve que Lancia aussi a été racheté par Fiat, mais en 1969. Et si chacun sait l'omniprésence de la famille Agnelli au capital de Fiat, peu de gens savent que Saab appartenait aussi à une grande famille, les Wallenberg. Et quand on a du pognon, eh bien l'Europe est un petit terrain de jeu. Il devient facile de faire ses courses à Milan, de danser à Paris, d'étudier à Londres et de se détendre à Stockholm. Et au petit jeu du bottin mondain, les relations amicales peuvent se transformer en contrats. Et ces petits arrangements entre amis permirent à Saab d'avoir une gamme à moindre frais. La 99 puis la 900 ont confirmé la montée en gamme de Saab, mais la marque ne dispose plus de véhicules populaires au catalogue. C'est donc entre gens du même monde qu'on fait ses courses. Et Saab distribuera donc dans son réseau à partir de 1978 l'A112 d'Auto-Bianchi. Mais contrairement à la Saab Lancia 600, vendue à 2000 exemplaires entre 1980 et 1981, l'A112 ne sera pas badgée Saab, mais Lancia, et elle faisait partie du catalogue Saab comme un modèle à part entière. Alors je n'ai pas réussi à trouver le nombre d'A112 vendus par le réseau Saab, mais une chose est sûre, c'est que cet accord de 1978 donnera naissance à un autre accord, celui de 1979, et qui donnera lui naissance au projet Tipo 4. Bref, maintenant vous savez tout, ou presque, sur l'Auto-Bianchi A112. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la Mini ou bien l'A112 ? Venez aussi me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO, je vous mets le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, et également sur ma nouvelle chaîne Vintage Drivers, vous trouverez également tous les liens juste en dessous. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine. Ciao!